Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile et du secteur associatif, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chers invités en ligne et en présentiel. Au nom du ministère de l'Économie et des Finances, j'ai l'honneur de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie de restitution de la campagne de vulgarisation et de consultation autour du projet de code fiscal haïtien qui s'est déroulé du 11 août au 9 septembre 2022. C'est pour la première fois de son histoire, bientôt centenaire, d'ici le 6 juin 2024, que l'administration fiscale, en l'occurrence la Direction générale des impôts, se prépare à disposer d'un code général des impôts, d'un livre de procédures fiscales et de régimes spéciaux réunis dans un document de référence unique appelé à servir de boussole aux agents fiscaux, aux contribuables et aux usagers de l'administration fiscale. Le projet de code fiscal haïtien participe des efforts soutenus de modernisation de l'administration fiscale dans le cadre de la réforme engagée depuis plus d'une décennie et s'inscrit dans une perspective de rationalisation du processus de perception, de promotion de la bonne gouvernance fiscale et de la transparence en mettant à la disposition des contribuables, des chercheurs et universitaires, des étudiants, bref, tout le public, toute la législation fiscale réunie dans un document de référence unique, intelligible et accessible à tout un chacun. Ce projet de code fiscal haïtien, il faut le rappeler, est le fruit de 2 années de réflexion et de travaux d'élaboration assidus qui se sont particulièrement accélérés sur les 4 dernières années. Ces travaux ont été réalisés par un comité de politique fiscale mis en place par le MEF, composé de cadres du Grand MEF, intéressés à la fiscalité et ou engagés activement dans la vie de l'administration fiscale. Ce comité travaillait sous la coordination du directeur général du ministère de l'Économie et des Finances et sous le leadership du ministre de l'Économie et des Finances. Étant donné l'envergure du projet de code fiscal haïtien et le caractère transversal de la fiscalité comme instrument de politique publique, de politique économique et sociale qui touche à tous les secteurs clés de la vie nationale et toutes les couches sociales, le MEF, dans le cadre d'une démarche participative, inclusive et ouverte au dialogue, avait lancé une campagne de vulgarisation et de consultation des différents secteurs clés de la vie nationale autour de ce projet de code fiscal haïtien, dans le souci de recueillir les commentaires, les critiques, les questionnements et les points de vue de tout un chacun, de manière à disposer in fine d'un texte de CGI bonifié et reflétant un consensus suffisant, indispensable à la légitimité de son application. Ce matin, encore une fois, sous les auspices du ministère de l'Économie et des Finances, nous voici réunis dans le but de vous assurer une restitution de cette campagne de vulgarisation et des travaux de consultation autour du projet de code fiscal haïtien.
Il s'agit pour nous de vous présenter la synthèse des informations recueillies dans ce document de 62 pages de commentaires qui est déjà disponible avec vous sur la table et aussi à l'adresse email que vous nous avez soumise sur les consultations. Pour cela, nous avons avec nous l'équipe du CPF qui a travaillé sur ce projet et un programme bien structuré pour le déroulement de la cérémonie de ce matin. Mesdames, Messieurs, comme souligné plus haut, ce projet de code fiscal haïtien n'aurait pu voir le jour sans les efforts et la détermination et le leadership du ministre de l'Économie et des Finances. C'est pourquoi nous avons l'honneur d'accueillir ce matin et d'écouter le grand argentier de l'État, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Michel-Patrick Boisvert, dans ses propos de circonstance pour l'ouverture officielle de cette séance de restitution. Mesdames et Messieurs, je vous prie. Monsieur le directeur général de la Direction générale des impôts, Madame la présidente de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Madame, Messieurs les directeurs généraux du ministère de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et hauts cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants des associations patronales des chambres de commerce et d'industrie, Mesdames, Messieurs les représentants des associations des entrepreneurs, de la société civile et du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants de Expertise France, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, Mesdames, Messieurs les participants en ligne, Mesdames, Messieurs, en prenant la parole aujourd'hui, je constate que ça fait un peu plus de 4 mois depuis, sur cette même tribune, je m'étais présenté pour procéder au lancement officiel des consultations sur le code fiscal haïtien, incluant le code général des impôts et le livre de procédure fiscale. Au terme de cet exercice, déroulé dans la transparence la plus totale, où les autorités fiscales s'étaient mises à l'écoute de tous les secteurs de la vie nationale, je ne peux que me réjouir d'avoir accompli avec vous un pas important dans la mise en place d'un système fiscal à la fois inclusif et équitable, favorisant tant la croissance économique que le développement durable. Comme je l'ai précisé le 11 août dernier, le train de la réforme fiscale est effectivement en marche. Et je me dois de féliciter tout un chacun de vous d'avoir compris la nécessité de vous associer à ce processus inscrit dans un effort d'ouverture et de transparence déployé par le gouvernement en vue de répondre efficacement aux aspirations du peuple haïtien. Aussi, me plaît-il de rappeler ici que du 11 au 31 août 2022, vous avez eu la possibilité de comprendre le bien-fondé du Code à travers les différentes présentations réalisées par les membres du comité de politique fiscale du ministère de l'Économie et des Finances. Au cours des 9 séances de travail, vous avez eu l'opportunité d'exprimer vos préoccupations, notamment à travers des commentaires inscrits qui ont été soumis. Je tiens à vous féliciter tant pour la qualité que pour la pertinence de vos commentaires. Certains d'entre vous
aurait aimé avoir beaucoup plus de temps pour produire une réaction plus complète. Je le comprends. Cependant, vous conviendrez avec moi que les chantiers de la réforme fiscale sont si immenses et que la gestion rationnelle du temps est incontournable. Le pays se doit de s'aligner sur les bonnes pratiques internationales. Avoir des instruments fiscaux à la hauteur des enjeux de l'heure est une nécessité. Ainsi, je tiens à féliciter tous ceux et toutes celles qui ont eu le temps de réagir sur le document en ayant opté pour la stratégie consistant à focaliser leur réaction sur leur domaine d'intérêt. Mesdames, Messieurs, les commentaires reçus sont très nombreux et l'exercice d'arbitrage fut à la fois difficile et délicat, d'autant plus qu'une vingtaine de taxes ont été soit supprimées ou fusionnées alors que les intérêts des secteurs ne s'alignent pas toujours. Pour un même champ d'impôt, certaines propositions reçues se sont révélées contradictoires. Cependant, l'équipe technique du ministère a examiné et traité l'ensemble des commentaires reçus à la lumière des grandes orientations qui ont été préalablement définies dans la feuille de route de la réforme de la politique fiscale du pays, à savoir la simplification du système fiscal, la concentration sur les grands champs d'impôts, la rationalisation des dépenses fiscales, l'alignement sur les bonnes pratiques internationales, l'amélioration de la pression fiscale du pays et le renforcement du pouvoir de contrôle et de l'administration fiscale et des droits du contribuable. Et comme promis, le ministère a préparé un document contenant des réponses aux principales observations inscrites et soumises dans le cadre des consultations. Ce document, préparé minutieusement et partagé préalablement avec les entités concernées, présente les arguments justifiant l'acceptation ou non des observations reçues. Ainsi, selon leur nature et les modes de traitement, les commentaires sont classés en 5 catégories. Ceux qui ont déjà été pris en compte dans le Code général des impôts et dont les participants n'avaient pas une compréhension claire et intelligible des dispositions y relatives. Ceux qui sont pertinents pour la mise en œuvre harmonieuse du Code, mais qui sont tout bonnement hors champ. C'est le cas, par exemple, des commentaires se rapportant à la protection tarifaire, l'administration de l'impôt ou l'organisation administrative du système fiscal, pour ne citer que cela. Ceux qui sont pertinents pour le Code, mais qui ne sont pas retenus pour le moment, étant donné qu'ils nécessiteraient des études complémentaires en matière de politique fiscale et économique ou un renforcement des capacités de l'administration fiscale. Ceux qui sont trop complexes pour être retenus, sachant que le but de la démarche, c'est la simplification du système qui constitue le principal axe de la réforme engagée. Ceux qui sont retenus en raison de leur pertinence, eu égard aux objectifs de simplification et de rationalisation, et dans le souci d'apporter des précisions dans le Code général des impôts ou de corriger certaines imperfections ou irrégularités par rapport à l'existant. Mesdames, Messieurs, désormais, le pays va disposer d'un code fiscal qui tient compte des réalités nationales et locales tout en s'alignant sur les bonnes pratiques internationales. Et je crois qu'il s'agit pour notre génération d'un énorme privilège d'avoir eu ou pu contribuer à la réalisation d'une œuvre aussi importante pour le pays. Je prends
le temps ici de rappeler que le Code, après adoption par le Conseil des ministres, rentrera en vigueur à partir du 1er octobre 2024. Avec tous les changements opérés, vous conviendrez qu'il faudra du temps pour mettre en place tout le dispositif administratif nécessaire à une mise en œuvre effective et efficace du Code général des impôts. Je prends plaisir à préciser que la finalité du projet Code fiscal n'est pas seulement l'augmentation de la pression fiscale à travers la mobilisation de plus de recettes, mais aussi l'amélioration du climat des affaires avec un cadre juridique qui devient maintenant plus clair et plus transparent. Dans ce code, les droits des contribuables sont grandement renforcés. De même, avec le renforcement des pouvoirs de contrôle de l'administration fiscale, la DGI disposera d'un outil standard et efficace lui permettant de combattre la fraude et l'évasion fiscale qui constituent des fléaux qui nuisent au jeu de la libre concurrence. Toutefois, il est évident que le Code est appelé à évoluer tout naturellement avec le temps pour prendre en compte les nouvelles réalités tant nationales qu'internationales. En ce sens, une réforme du barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques devra être envisagée une fois que des études complémentaires auront été menées pour bien anticiper les impacts sur les revenus de l'État. Ce code n'est qu'un commencement et est appelé à servir de base pour les réformes fiscales à venir. Une fois adopté, le code fiscal passera du champ de la politique fiscale, qui est du ressort du ministère de l'Économie et des Finances, vers le domaine de l'administration fiscale, qui est du ressort de la Direction générale des impôts. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude envers les partenaires techniques et financiers d'Haïti pour avoir accompagné le processus qui aboutit à cette restitution aujourd'hui. Je voudrais renouveler mes remerciements vifs et sincères à l'équipe de Expertise France pour son support combien important. Toutefois, il reste d'autres étapes à franchir. Un certain nombre de prérequis nécessaires à la mise en œuvre du Code ont été identifiés lors des séances de consultation. Il a donc été unanimement admis la nécessité d'avoir assez rapidement un plan d'action assorti d'un chronogramme d'activité pour les prochains mois. En ce sens, je sollicite le support de nos partenaires techniques et financiers, chacun en ce qui le concerne, pour nous accompagner dans les prochaines étapes, notamment à travers le comité de politique fiscale, afin que soit préparé ce plan d'action assorti d'un chronogramme d'activité bien défini. Je terminerai mes propos en remerciant de façon particulière et spéciale les membres du comité de politique fiscale qui ont su faire montre de courage et de grande disponibilité dans la réalisation de ce travail combien noble et capital pour le pays. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Troissou Romel, qui est le directeur de la Direction des études économiques du ministère de l'Économie et des Finances. Et nous avons au milieu Monsieur Joseph Wilbert Montgérard, directeur de la Direction des ressources humaines à la Direction générale des impôts. Et nous avons à l'extrême gauche Monsieur Gervais Alcé. Il est directeur en charge de la Direction des moyens contribuables à la Direction générale des impôts. Et nous avons deux autres collaborateurs avec nous en ligne, et en l'occurrence M. Sylpha Adler,
Il est le responsable du Centre des impôts de Saint-Marc. Et nous avons aussi Samuel Sylvestre, qui est conseiller technique à la Direction générale des impôts. Ce sont ces valeureux messieurs qui ont travaillé corps et âme sur le projet de code fiscal haïtien. Tout de suite, nous leur passons la parole pour la présentation du document de synthèse. Monsieur, vous avez la parole. Ainsi, nous tenons à remercier tout d'abord l'Association des industries d'Haïti, la Banque mondiale, le professeur de fiscalité Jean-Robert Batelmy, la brasserie de la Couronne, la brasserie nationale d'Haïti, CAD Service, la journaliste Charles Westerlin, la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, le Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, la Fédération nationale des ASEC d'Haïti, la Fédération nationale des CASEC d'Haïti, la Fédération nationale des délégués de ville d'Haïti, la Fédération nationale des municipalités, la Fédération protestante d'Haïti, le groupe COLS, l'initiative de la société civile, l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti et enfin l'Université d'État d'Haïti. Maintenant, à titre de rappel, quelle est la structure du Code général des impôts, le Code fiscal haïtien? Le Code fiscal haïtien se présente en 3 livres. Il y a le Code général des impôts qui comprend 4 parties. Il y a les préalables, les impôts d'État, les impôts communaux et les régimes spéciaux. Ensuite, le deuxième livre qui concerne le livre des procédures fiscales. Et enfin, le troisième livre, c'est les dispositions finales. Et sur le plan rédactionnel et légistique, eh bien, il y a les titres, les sous-titres, les chapitres, les sections et les articles. En ce qui a trait à la méthodologie qui a été employée pour réaliser ce travail, dans un premier temps, on a dû inventorier les textes fiscaux et l'ensemble des lois de finances qui, des fois, apportent des modifications, et bien sûr, les textes non fiscaux qui comportent, bien sûr, des dispositions fiscales. Ces textes ont été regroupés en un seul document. Il a fallu un autre travail pour dissocier les règles matérielles des règles de procédure. Et c'était là le tout premier Code fiscal haïtien à droit constant. Mais étant donné qu'il s'agit d'une réforme fiscale, chemin faisant, on a jugé bon d'avoir un code à droit variable. D'où des modifications ont été proposées, des pratiques ont été codifiées. Et après, une présentation a été faite pour la validation de ce code. Et c'était ce code qui a été consulté par les différents contributeurs. En termes de critères de traitement des commentaires, cela a été déjà dit par les propos du ministre. Et en ce qui a trait aux commentaires, nous avons reçu et traité 167 commentaires. Et le classement qui a été déjà annoncé par le ministre, le classement des commentaires, il y a bien sûr des commentaires qui ont été déjà bien clairs dans
le code. Si nous prenons par exemple, il y a eu des commentaires qui ont demandé une imposition différente pour les organismes à but non lucratif. À l'article 92, nous pouvons avoir ça. Et ensuite, on a demandé un régime d'imposition pour les petites et les micro-entreprises. L'article 62 a déjà traité ça. Et ensuite, les résidents domiciliés fiscalement en Haïti, cela a été pris en compte dans l'article 48. Donc, le code traitait déjà. Et enfin, il y a eu d'autres commentaires, effectivement, qui se sont révélés hors champ. C'est le cas, par exemple, des commentaires relatifs à l'organisation administrative et fonctionnelle de la DGI, la formation des agents fiscaux et des actions pour promouvoir le civisme fiscal. Ensuite, la modernisation de la DGI. Nous avons estimé que ces commentaires doivent être écartés parce qu'il y a d'autres documents qui vont traiter de ça. Et ensuite, des commentaires pour nous qui nous paraissent un peu futuristes. Mais étant donné que la réforme est dynamique, donc chemin faisant, ces commentaires vont rencontrer une phase de la réforme. Par exemple, comme a dit M. le ministre, le changement du barème d'imposition des personnes physiques. Il faut une étude approfondie pour ça. Et ensuite, l'extension des avantages des régimes dérogatoires. Nous voulons parler du code des investissements, des zones franches et des pactes industriels. Et ensuite, il y a eu des commentaires qui nous paraissaient un peu complexes. Si nous prenons par exemple l'adoption d'un taux pour la TCA, un taux différencié, et ensuite la jouissance des avantages incitatifs par les bénéficiaires à partir de la date de fonctionnement effectif de l'entreprise. Donc, pour le système, nous avons estimé qu'il était bon d'écarter ces commentaires. Mais les commentaires traités et retenus sont ceux qui sont pertinents eu égard aux objectifs de simplification et de rationalisation du système fiscal haïtien et dans le souci d'apporter des précisions dans le Code général des impôts et le livre des procédures. Maintenant, pour une vue panoramique des commentaires et plus détaillée avec des exemples, je fais place à mon collègue Montgérard Joseph. D'accord, merci. Merci, Alcé. Je salue toute l'assistance. Comme mon collègue Alcé vient de le souligner, il y a eu beaucoup de commentaires, 167, en ce qui concerne le matricule fiscal. Les termes numéro d'immatriculation fiscale et numéro d'identité fiscale étaient utilisés de façon interchangée à travers ces documents. Et dans un souci de cohérence, sur proposition de plusieurs contributeurs, le CPF a retenu le terme numéro d'immatriculation fiscale et a dû donc corriger tous les articles dans lesquels était mentionné le numéro d'identité fiscale. C'est le cas, par exemple, pour les articles 99, 101, 103, 104, 111, 152, 194. Donc, ces articles ont été modifiés en ce sens. En ce qui concerne la patente, l'article 15 du projet de CGI exonère de la patente les musiciens, les artistes, les peintres, etc. De l'avis de certains contributeurs, cette disposition peut être source d'évasion ou de fraude fiscale, dans la mesure où
ces contribuables qui exercent d'autres activités peuvent se servir de cette disposition pour échapper au paiement de la patente. Donc le CPF a retenu ce commentaire et a modifié en conséquence l'article 15 du CGI traitant de l'exonération de la patente. Encore en ce qui concerne la patente, certains contributeurs estiment que, de la même façon pour les activités lucratives, le droit fixe de la patente devrait tenir compte de la classe de la commune. Le calcul de la patente des OSBL doit aussi tenir compte de cette classification. On sait très bien que pour le calcul du droit fixe, c'est fonction de la commune où se trouve l'établissement. Donc là, on suggère également, étant donné que pour les OSBL, c'est un montant fixe, donc là, ce montant doit suivre la même logique. Par exemple, si un montant de 50 000 gouttes doit être payé pour un établissement qui est dans une commune de premier groupe, eh bien, ce montant sera divisé par 2 pour une commune de deuxième groupe et par 4 pour une commune de troisième groupe. Donc, le CPF a retenu ce commentaire et a modifié en conséquence l'article 23 du projet de CGI. Encore en ce qui concerne la patente, des contributeurs suggèrent que la délivrance du certificat de patente soit conditionnée pour les professionnels réglementés à l'autorisation de la corporation réglementant cette profession ou à l'autorisation de l'organe régulateur dans le cadre de l'exercice des activités soumises à une autorisation préalable particulière. Cette proposition a été retenue et conséquemment, l'article 26 du projet de CGI a été aussi modifié. Concernant le domicile fiscal, des contributeurs suggèrent de clarifier la notion de domicile fiscal et de mentionner quand est-ce qu'un contribuable est réputé avoir son domicile fiscal en Haïti. Cette précision a été apportée en ajoutant un nouveau paragraphe à l'article 48 établissant les critères de domicile fiscal en Haïti. En ce qui concerne le fait de permettre aux sociétés anonymes et les sociétés de capitaux en général de choisir leur propre période financière. Donc, des contributeurs pensent que le fait de permettre aux sociétés anonymes, notamment, et les sociétés de capitaux en général, de choisir une période financière différente de l'exercice fiscal peut compliquer la gestion de la compte et ou de l'impôt minimum forfaitaire. Parce que là, il y a des mois qui sont mentionnés pour le paiement de la compte et pour le paiement également de l'impôt minimum forfaitaire. Donc là, si on permet justement à une entreprise de choisir sa propre période financière, donc là, lorsqu'arrive le moment où l'on doit payer ces montants-là, en termes d'acompte provisionnel pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt minimum forfaitaire, donc là, ces contribuables auront des difficultés. Donc, le CPF, après analyse, estime que ces contributeurs ont raison et a décidé de modifier l'article 137 du CGI pour exiger à tout contribuable, généralement quelconque, personne physique ou personne morale, y compris les sociétés de capitaux, d'adopter, dans le cadre de ces activités, l'exercice fiscal comme période financière. Concernant le droit de passeport, les tarifs du droit de passeport figurés à l'article 166 du projet de CGI étaient différents de ceux en vigueur. Donc, des contributeurs ont suggéré au CPF d'harmoniser ces tarifs. Donc, cette proposition a été retenue et conséquemment, l'article 166 a été modifié pour prendre en compte les tarifs en vigueur au niveau de l'administration fiscale. En ce qui concerne le droit supporté par les producteurs d'énergie fossile, donc le droit supporté par les producteurs d'énergie fossile devait être versé entre le 1er et le 10 de chaque mois pour le mois précédent, alors que pour beaucoup d'autres taxes, c'est entre le 1er et le 15 de chaque mois. Donc, dans un souci d'harmonisation, donc là,
des contributeurs ont suggéré qu'on adopte comme période du 1er au 15 pour le mois précédent. Cette proposition a été retenue par le CPF et l'article 172 a été modifié pour en tenir compte. En ce qui concerne la contribution foncière des propriétés non bâties, les articles 270 et 280 du projet de CGI exonèrent l'Église catholique et les autres cultes reconnus de la CFPB et de la contribution foncière des propriétés non bâties. Des contributeurs soulignent qu'en vertu de l'article 30 de la Constitution, toutes les religions sont égales. Donc, il n'y a pas lieu de mentionner l'Église catholique dans le texte ou autres cultes réformés. Donc, cette proposition a été retenue par le CPF et les articles 270 et 280 ont été modifiés en conséquence. Concernant l'envoi des correspondances, disposition contenue à l'article L50 du livre de procédure. Alors remarquez que donc là, lorsqu'on parle du livre de procédure fiscale, donc là, les mentions des articles changent. Donc là, on dit L50. Donc suite aux commentaires de plusieurs contributeurs, l'article L50 du livre de procédure fiscale a été reformulé pour être plus précis. Donc le CPF a profité de ce commentaire pour harmoniser les délais de recours du contentieux de l'assiette et ceux du contentieux de recouvrement. En ce qui concerne le droit d'enquête pour manquement aux règles de facturation, plusieurs contributeurs proposent d'ajouter, au cas d'opposition à l'exercice du droit d'enquête pour manquement aux règles de facturation, la tentative de corruption des agents de l'administration fiscale. Cela était implicitement visé dans le cas d'opposition au contrôle. Le CPF a toutefois ajouté cette précision. En ce qui concerne le droit de visite et de saisie pour la recherche des infractions en matière d'impôts directs ou de TCA, l'article L87 du LPF prévoit que le procès-verbal et l'inventaire soient signés par les inspecteurs, le juge de paix et par l'occupant des lieux ou son représentant. En son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Certains contributeurs proposent l'identité et la signature des témoins choisis sur le fondement de l'article L85 du projet de LPF soit également mentionné dans le procès-verbal. Eh bien, le CPF a pris cette remarque en compte et ces dispositions ont été modifiées en conséquence. Comme a dit mon collègue Alcé, et le ministre l'a souligné également dans son discours, tous les commentaires ont été traités et il y a un document qui contient les réponses à chaque commentaire. Ce document est disponible. Au besoin, on peut le consulter. Donc là, la présentation, ce n'était pas présenter toutes les réponses, c'est présenter l'essentiel des réponses. Donc là, au besoin, le document contenant les réponses peut être consulté. Je vous dis merci pour votre attention et je passe la parole à mon collègue Romel Troissou pour les prochaines étapes. Merci, collègue mon Gérard. Merci, collègue Alcé. Donc, ici, on passe à un autre point, c'est les prochaines étapes. Alors, en guise de perspective, et les consultations publiques qui ont eu lieu du 11 au 31 août dernier, ainsi que les commentaires reçus des différents contributeurs ont permis de conclure de la nécessité qui est, comme l'a souligné Monsieur le ministre, un plan d'action assorti d'un chronogramme d'activité en vue de préparer ou bien d'assurer la préparation pour
la mise en œuvre du Code fiscal haïtien à partir d'octobre 2024. Donc, ce plan d'action sera finalisé d'ici le début de l'année civile 2023. Et à cet égard, le Code fiscal haïtien, je dirais, le comité de politique fiscale aurait aimé que les échanges qu'on a eus avec les différents acteurs qui ont été impliqués dans le processus de consultation continuent. Donc, et cela veut dire qu'on réclame un partenariat continu avec tous les acteurs qui ont été impliqués dans le processus de consultation, parce que là, on a quelques mois et pour préparer la mise en œuvre. Autrement dit, les acteurs seront consultés par le comité de politique fiscale sous le leadership du ministre de l'économie et des finances pour aider à la finalisation du plan d'action, mais aussi de participer à l'implémentation de ce plan d'action. Donc, certains éléments du plan d'action sont déjà identifiés, mais il faut dire que la liste n'est pas exhaustive. Et tous ceux-là qui ont lu le document, qui ont produit des commentaires, et même ceux-là qui vont continuer à prendre connaissance du document, peuvent aider à la finalisation de ce plan d'action. Et ce plan d'action, comme on l'a dit, on a identifié quelques éléments, mais ce n'est pas encore exhaustif. On espère que les contributeurs ou bien les participants vont alimenter cette liste pour que l'on ait un plan d'action bien ficelé pour que d'ici le début de l'année 2023, on puisse commencer à préparer la mise en œuvre du Code fiscal haïtien. Parmi les éléments identifiés, on a vulgarisation, un exercice de vulgarisation et de sensibilisation du Code. Et ici, on retient quelques-uns des commentaires qui ont été envoyés par les contributeurs. Diffusion à grande échelle du Code, spot publicitaire dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et il y en a même qui ont proposé de traduire le Code fiscal haïtien en créole. Donc, tout ceci doit être envisagé et on doit regarder l'opportunité ou bien la faisabilité de ces différentes tâches. Donc, ensuite, il y a lieu qu'il y ait une adéquation et une adaptation du système informatique de l'administration fiscale pour que l'on ait vraiment une implémentation effective du Code fiscal. Il y a lieu de finaliser cet exercice qui a déjà commencé, l'opérationnalisation de l'interconnexion entre les différents organismes de perception. Et puis, finalement, on a, alors dans ce slide, il y a le renforcement des capacités de toutes les entités impliquées dans la réforme. Et ici, quand on parle de renforcement de capacités, on voit formation et autres. Et on a vu parmi les entités impliquées, que ce soit du côté du Code général des impôts ou encore du livre des procédures fiscales, on a identifié un certain nombre d'institutions qui peut être complétées, certainement. La Direction générale des impôts, les mairies, les CASEC,
la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, les tribunaux, la Cour de cassation, les postes comptables de recettes, etc. Ensuite, il y a d'autres actions qui sont identifiées qui vont faciliter la mise en œuvre du code, mais qui ne sont pas forcément liées à l'administration fiscale. Ces actions sont importantes étant donné que cela permet d'avoir une meilleure maîtrise de l'assiette fiscale. Par exemple, dans les consultations, on a retenu qu'il y a lieu de renforcer le système de cadastre et des structures de contrôle de la contribution foncière des propriétés non bâties. Il y a également des travaux de valorisation et de maîtrise de la valeur vénale. Donc, c'est des travaux à faire qui ne concernent pas directement l'administration fiscale, mais cela permet d'avoir une meilleure maîtrise de l'assiette. Ensuite, il y a l'adaptation des outils de perception et garantie et de leur disponibilité et leur accessibilité, parce qu'on a vu ça dans le temps. Il y a certaines fois, quand on prend des mesures fiscales, et l'administration fiscale n'a pas assez de temps pour préparer les outils de perception. Cela a des incidences sur la collecte des recettes et également a des répercussions sur le fonctionnement des entreprises. Adaptation et adoption de la loi organique de la Direction générale des impôts pour que ça soit compatible au code fiscal haïtien. Donc, ce sont là un ensemble d'éléments qui ont été identifiés, qui vont peut-être intégrer le plan d'action après discussion et échange. Donc, on espère qu'on va avoir les contributions de tout un chacun pour compléter et le plus important, c'est d'avoir un chronogramme d'activité pour que l'on puisse dire que de janvier 2023 à septembre 2024, on soit prêt pour que d'ici 1er octobre 2024, on puisse mettre en œuvre le nouveau code fiscal haïtien. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire en termes de prochaines étapes. Mais il faut dire aussi, et mon collègue Gérard m'a rappelé qu'il faut préciser pour le grand public l'email du CPF, c'est cpfhaiti@gmail.com. Donc, il y a beaucoup de contributeurs qui ont déjà utilisé cet email. On espère recevoir dans les prochains jours vos commentaires pour qu'on puisse bonifier le plan d'action, et on espère qu'on aura la possibilité de discuter, de partager le plan d'action avec tous les acteurs. Merci beaucoup. Maintenant, pour la clôture officielle de cette séance, Monsieur le Premier ministre. À la faveur de cet exercice transparent d'échange et de partage qui a servi de cadre à la consultation autour du Code général des impôts et du livre des procédures fiscales, nous voici arrivés aujourd'hui au terme de la cérémonie de restitution. Avant d'aller plus loin, qu'il me soit permis de remercier les acteurs de la société civile, le secteur privé des affaires, les entités publiques qui ont donné tout au long de ce processus la pleine mesure de leur volonté d'avancer avec nous
dans la mise en place d'un système fiscal haïtien tourné vers les intérêts supérieurs de la communauté. Je voudrais également adresser mes remerciements les plus chaleureux à vous tous et à vous toutes pour votre présence à cette restitution qui marque la fin des consultations sur le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales, communément appelé Code fiscal haïtien. Votre présence ici ce matin constitue un témoignage irréfutable de votre engagement à appuyer les efforts incessants investis par le gouvernement pour apporter les corrections nécessaires aux faiblesses du système fiscal haïtien en s'attaquant aux problèmes les plus urgents et les plus importants auxquels fait face l'administration fiscale. Aussi, j'en prends l'occasion pour féliciter tout particulièrement le ministère de l'Économie et des Finances qui, avec professionnalisme et enthousiasme, a su organiser pendant de longs mois des ateliers de travail en interne, des séances de consultation avec les partenaires techniques et financiers et des échanges et des discussions avec les principaux secteurs de la vie économique et sociale du pays. Un ensemble d'activités ont permis d'aboutir à l'élaboration de ces documents autour desquels nous sommes réunis ici aujourd'hui. La rédaction du Code fiscal haïtien s'inscrit dans le cadre de la stratégie générale de réforme de la gestion des finances publiques et traduit la volonté du gouvernement d'améliorer l'environnement global des finances publiques dans un nouvel élan de création d'un système fiscal moderne, simple et plus apte à mobiliser des recettes en quantité suffisante, susceptibles d'assurer une plus grande autonomie financière de l'État. Mesdames, Messieurs, dans un contexte de crise multidimensionnelle aiguë et systémique, le gouvernement demeure convaincu que la réforme fiscale constitue un pas important dans l'amélioration de la gouvernance publique, vu les retombées positives tant attendues sur toute l'administration haïtienne. Ainsi, nous nous réjouissons de constater que le secteur privé nous a emboîté le pas en exprimant dans cette dernière note, et je cite, que le secteur privé prend l'engagement solennel d'accompagner la mise en œuvre des réformes établissant de nouvelles règles de conduite de la politique et des affaires en Haïti et des institutions qui seront créées pour atteindre l'objectif fixé. Fin de citation. Ainsi, en lien avec l'engagement du secteur privé, le gouvernement renouvelle sa ferme détermination à supporter jusqu'au bout les réformes initiées par le ministère de l'Économie et des Finances en vue d'améliorer la gouvernance fiscale, que ce soit à travers le Code fiscal haïtien, mais aussi à travers le Code et le tarif douanier dont l'adoption est imminente. Toutefois, nous devons souligner que l'application du Code fiscal ne sera en vigueur qu'à partir d'octobre 2024. Il s'agit de mettre à profit ce laps de temps pour finaliser les mises en place nécessaires à une application effective. En effet, des changements majeurs vont être opérés dans le système fiscal haïtien et il s'avère indispensable de développer des méthodologies de mise en application des réformes destinées à faciliter
l'appropriation des nouvelles pratiques administratives par les contribuables et par les services chargés d'appliquer les dits changements. Aussi, le gouvernement invite toutes les institutions publiques à soutenir et à appuyer fortement le ministère du Commerce, de l'Économie et des Finances, dans l'exercice de préparation de la mise en œuvre du Code fiscal, qui est un engagement du gouvernement envers le peuple haïtien, le contribuable et les partenaires techniques et financiers. Je me réjouis donc que le processus de consultation sur le Code fiscal haïtien ait reflété les directives du gouvernement en matière de respect d'un cadre de dialogue plus harmonieux avec les opérateurs économiques et sociaux. Ainsi, le deuxième livre du Code fiscal traitant des procédures fiscales reflète la recherche d'équilibre entre les pouvoirs de l'administration fiscale et les droits et devoirs des contribuables. Parallèlement à la volonté du gouvernement de mettre tout en branle pour arriver à un système fiscal plus équitable, nous prenons aussi le ferme engagement de rationaliser les dépenses publiques en instaurant une culture de résultats permettant de faire bon usage optimal des ressources publiques. Renforcer les structures de contrôle et d'audit en vue de lutter contre la corruption et le gaspillage des fonds publics. Établir un cadre budgétaire pluriannuel pour bien cerner les besoins de développement intégral du pays à moyen et à long terme. Promouvoir la transparence budgétaire et financière afin de rendre compte à la nation en publiant régulièrement les informations budgétaires et financières. Dans ce même élan, je tiens à vous assurer ici, toutes et tous, que dans l'année 2023 sera une année où l'État s'attellera à créer des conditions propices à la restauration de l'ordre public, de la stabilité socio-économique et de garantir un climat de sécurité indispensable pour l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques. Je saisis cette occasion pour réitérer notre engagement et notre détermination à combattre le banditisme sous toutes ses formes, en vue de permettre à la population de vaquer librement à ses occupations et aux élèves de pouvoir regagner sereinement les bancs de l'école. Mesdames, Messieurs, je terminerai ici mes propos en redisant mon appréciation pour toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sans relâche afin de rendre possible cet événement. Tout cela n'aurait pas été possible sans une vraie collaboration de tous les acteurs de l'État central, des collectivités territoriales et des secteurs économiques et sociaux du pays pour corriger les faiblesses structurelles et conjoncturelles. Il nous faut profiter au maximum des grandes opportunités économiques et fiscales qui nous attendent. Je félicite de façon spéciale le ministre de l'Économie et des Finances, M. Michel Patrick Boisvert, qui, en dépit des circonstances difficiles, a su tenir, motiver toutes ces entités et équipes dans l'intensification de la réforme
globale des finances publiques. Je vous remercie.